L'algorithme source. Chapitre 11. Gabriel seul. Une semaine était passée depuis l'incident. Kylian avait suivi celui qui leur avait sauvé la peau, laissant Gabriel seul face au désarroi de ses parents, qu'elle avait tenté de rassurer tant bien que mal. Seul face aux questions de la police, des collègues du supermarché, des amis et de ceux qui avaient eu vent de l'affaire. Mais cela, elle pouvait le gérer. Ce qu'elle avait eu du mal à encaisser, c'était le regard de son propre père. Les allusions farfelues sur ce qu'elle devait certainement lui cacher, sur ses rapports avec ce petit con, en désignant Kylian. De toute façon, tous les jeunes étaient des petits cons pour lui. Il les critiquait une bière à la main, la laine chargée du reste de la veille, la chemise débraillée et entr'ouverte sur un ventre arrondi par trop de houblon. Elle avait passé une semaine à prier Dieu pour qu'il lui donne la force de pardonner à son père ses propos, pour qu'il lui donne la force de résister à cette colère sourde qui grondait en elle depuis fort longtemps. Cette colère qui s'amplifiait depuis des années, depuis qu'elle avait compris qu'elle n'était en rien responsable du comportement de son père. Depuis qu'elle avait compris que ce n'était pas de sa faute, s'il n'avait su résister à des pulsions que lui disait venir de Dieu, mais qu'elle savait venir de toute autre part. Mais au bout d'une semaine, cette colère éclata. Elle descendait de sa chambre habillée avec un jean proche du corps et un petit bustier qui dessinait avec délicatesse ses seins sans que cela soit pour autant trop sexy, sauf pour son père. « Tu vas où habillé comme ça ? Tu veux faire concurrence aux filles de l'Est ?» lança-t-il déjà imprégné de si bon matin, d'un air dédaigneux. « Je m'habille comme je veux !» le tacla-t-elle avant d'avoir réfléchi. D'habitude, elle ne relevait pas ce genre d'insinuation. Mais aujourd'hui, elle en avait marre. Peut-être s'était-elle réveillée du mauvais pied, ou tout simplement que la semaine qui venait de passer avait été un peu trop pesante. Mais ce matin, elle n'était pas d'humeur à se laisser faire. Pas d'humeur à suivre Dieu. « Quand t'auras 18 ans, tu pourras faire ce que tu veux et t'habiller comme une pute. Mais c'est encore moi le chef dans cette maison !» beugla-t-il en frappant du poing sur la table, renversant sa bouteille de bière. « Comme une pute !» s'outragea-t-elle avec une voix poussant dans les aigus. Elle avait toujours craint son père. Même après lui avoir résisté, alors qu'elle n'avait que 12 ans, elle avait continué à le craindre. La figure paternelle est un emblème puissant pour une enfant. Hormis cette nuit-là, où elle avait su se montrer forte, elle n'était jamais allée jusqu'à la confrontation. Mais aujourd'hui, étrangement, c'était différent. Il ne l'avait pas entendue s'offusquer. Trop occupé à essuyer la bière qu'il venait de se renverser dessus, il ne la vit pas se ruer dans la cuisine comme une furie. Lorsqu'il la vit debout, face à lui, de l'autre côté de la table, mais beaucoup trop près de lui, il eut peur. Cette même peur désagréable qu'il avait ressentie 6 ans plus tôt. Le visage de sa fille, pleine de colère, là, maintenant, contrastait avec celui qu'elle avait eu plus petite, lorsqu'elle lui avait ouvert les yeux, l'espace d'un instant, sur ses abjectes pulsions. Ce jour-là, le visage en larmes, elle lui avait montré qu'elle était résolue à ne plus se laisser faire. Elle l'avait tenu à distance avec un couteau de cuisine qu'elle avait caché sous son oreiller. Elle l'avait supplié de ne plus lui faire mal. Elle l'aimait, mais chaque fois qu'il venait forcer le passage, elle se sentait mourir, lui avait-elle dit en pleurant. Cette nuit-là, elle avait montré une force qui n'aurait pas dû être de son âge. Il s'était senti rabaissé, humilié, honteux et misérable. Mais très vite, un autre sentiment avait recouvert les autres. Un ressentiment, une rancune, qui lui permettait de se masquer à lui-même ce qu'il avait fait, en rejetant la faute sur sa fille. Mais il n'avait pu empêcher cette crainte sournoise, cette honte malveillante de s'immiscer en lui dès qu'il la voyait. Du coup, l'alcool avait été une amie idéale. Mais là, pris au dépourvu, sa fille à 1 mètre de lui, à peine, lui jetant ce regard dénonciateur qui lui criait « Tu es coupable ! Tu es coupable ! Tu es coupable !» Il succomba à la panique. « C'est ta faute !» lui hurla-t-il dessus en tendant le bras pour la gripper. « Ne me touche pas !» claqua-t-elle terrifiée. «
Si tu ne m'avais pas dit oui la première fois, j'aurais jamais continué. L'accusa-t-il en titubant vers elle. La peur et la stupéfaction battaient les tempes de la pauvre Gabrielle. Elle n'avait eu que 8 ans la première fois qu'il était venu se glisser contre elle. Comment pouvait-il prétendre que c'était de sa faute ? Elle était jeune et innocente. Pour la petite fille de 8 ans qu'elle était, son père était tout. Et il avait abusé de ce pouvoir sur elle, avait violé son intimité, avait perverti l'image paternelle. Traumatisée et salie, elle ne s'en était pas moins sentie coupable. Et il l'avait fait se sentir coupable. Il n'avait pas changé. Il était le même aigle noir, alors qu'endormi quand elle était petite, semblant surgir de nulle part, il venait s'étendre sur elle, en elle. L'aigle noir était de nouveau là, devant elle. L'effroi la fit se jeter sur le bloc en bois où étaient rangés les couteaux, et s'en saisissant d'un, elle se retourna vers son père, main tremblante, prête à se défendre. Lui ne vit qu'une chose. Il vit l'image de la petite fille de 12 ans, qui le suppliait couteau à la main, se superposer à Gabrielle maintenant dans la même position. Et la honte et la culpabilité qu'il avait si habilement noyée dans l'alcool et le déni, le frappèrent de plein fouet. Une douleur fulgurante partant du bras gauche jusqu'à la poitrine le tétanisa. La main sur le cœur, il chancela. Un rictus de douleur fronça son visage, lui donnant l'air d'un démon prêt à se jeter sur Gabrielle. Mais au lieu de cela, il tomba à genoux, dans une position de supplique. Puis avec un regard d'incompréhension, il s'effondra aux pieds de sa fille. Un long silence de mort envahit la maison, ponctué par la respiration haletante de Gabrielle et celle sifflante de son père. Sa mère, qui avait toujours eu cette lâche habitude d'arriver après la bataille, poussa un petit cri de fouine en voyant le corps de son mari allongé sur le sol, dominé par sa fille et son couteau. Elle s'imagina le pire. « Je l'ai pas touché », lui souffla-t-elle en lui jetant à peine un coup d'œil. Gabrielle se sentait nauséeuse. Un voile cotonneux semblait s'enrouler autour d'elle et l'extraire de son corps pour regarder la scène comme une personne étrangère et indifférente. Son père émit un gémissement, et sa mère se précipita vers lui. Gabrielle lâcha un soupir, décrispa ses doigts du manche du couteau, et le posa avant de sortir de la cuisine comme une zombie. « Appelle les pompiers », dit-elle à sa mère au passage, d'une voix monocorde. Elle monta dans sa chambre, fourra dans un grand sac à dos quelques affaires et sortit de la maison sans un regard en arrière. Elle marcha sans but à travers la rue de la ville. En arrivant au milieu du pont surplombant l'Agly qui coulait tranquillement en bas, elle s'arrêta. Au loin, la sirène des pompiers retentit, et elle se mit à pleurer. Elle se sentait seule et abandonnée. Son avenir était un trou béant et noir. Elle leva les yeux au ciel dans un ultime appel à l'aide. « Aidez-moi, mon Dieu. Aidez-moi. » C'est alors que son téléphone sonna. « Allô ?» dit-elle en tentant de cacher sans y arriver sa tristesse. « Gabrielle ? Ça va ? C'est Kylian. » Elle leva les yeux au ciel une nouvelle fois et remercia Dieu en silence. « Non. Non, ça va pas. Mon père vient d'avoir une crise cardiaque à cause de moi et... Je me suis enfui. Je ne veux plus jamais retourner. Kylian, je sais plus quoi faire. » « Tu n'as personne chez qui aller ? » ?»« Non. » répondit-elle avec des trémolos dans la voix. « Mes meilleurs amis sont partis en vacances. Le village semble vide et mort. Je suis toute seule. » s'effondra-t-elle. Kylian était impuissant à l'autre bout du fil. Si seulement il pouvait être à ses côtés, il la prendrait dans ses bras, la consolerait, serait son chevalier servant.
dit-il soudain. Et si tu venais me rejoindre? Je sais pas. Je n'aime pas t'entendre si triste. Gabriel, tu sais, t'es pas seul. Je suis là. Oui. Et tu es où? À Montpellier. Tu sais, tu n'as qu'à prendre le bus et je viendrai te chercher. Tu es toujours avec l'homme qui... Pierre? Oui, ne t'en fais pas. Il est très bien. Et puis, tu devrais adorer ce qu'il a inventé. Un monde virtuel, mais un truc de dingue. Allez, viens. Qu'est-ce que t'en dis? L'espoir avait repris racine dans le cœur de la belle. Kylian était si gentil, si joyeux et plein d'enthousiasme. Aller à Montpellier, la ville étudiante, était le meilleur moyen de se changer les idées et, pourquoi pas, de changer de vie. L'idée lui parut si salvatrice qu'elle reprit espoir. Elle avait confiance en Kylian. « Comme tu avais confiance en papa !» fit une petite voix en elle qui, un bref instant, la fit hésiter. « Non !» la balaya-t-elle mentalement. « J'ai grandi depuis. Je suis forte. Et je sais qu'il n'est pas comme les autres. »« Ok, je viens. » dit-elle en essuyant ses yeux humides. « Laisse-moi le temps de regarder les horaires et je t'envoie un SMS pour te dire à quelle heure j'arrive. » Super, alors à tout à l'heure. En raccrochant, Kylian était aux anges. Il se dit maintenant qu'il fallait qu'il persuade Pierre. « Quoi ?» s'exclama celui-ci en colère. « Non mais tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Tu ne te rends pas compte de l'énormité de ce que tu viens de faire. Mais c'est pas possible !»« Que vouliez-vous que je fasse ?» s'emporta le jeune homme à son tour. « Je suis terré là, loin de ceux qui me sont chers, et quand une amie, Gabrielle, que vous connaissez, me demande de l'aide, je... »« Mais tu n'y es pas du tout !» l'interrompit-il. « Tu l'as appelé avec ton téléphone ?»« Bah oui, alors ?»« Bah oui, et alors ?» répéta Pierre en levant les bras au ciel. « Ne t'ai-je pas dit que les liserés orange étaient des pirates informatiques? Ils ne laissent rien au hasard. » Je suis sûr qu'ils devaient espionner le téléphone de ton ami et qu'ils ont intercepté votre conversation. Et donc, maintenant, ils savent où je me cache et comment nous trouver. Grâce à toi. Kylian réalisa qu'il venait de faire une grosse bourde. « Oh, je suis désolé. J'y avais pas pensé. »« Non, c'est une fois de plus, c'est de ma faute. » répondit Pierre en se tenant la tête. « Ah, ça fait une semaine qu'on tourne en rond à attendre qu'ils essayent de s'emparer des morceaux d'algorithme. Une semaine que les serveurs de Planet Sidecraft et Gravity Zero sont en maintenance. Pas par hasard, à mon avis. Je ne suis pas dupe. C'est un coup des liserés orange et ça me met sur les nerfs. J'aurais dû te prévenir de quoi ils étaient capables et de la possibilité que ton ami soit sur écoute. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour toi. J'aurais dû y penser. Qu'est-ce qu'on va faire ? Laisse-moi réfléchir. 10 minutes plus tard, Kylian reçut un message de Gabrielle. Elle arrive dans 4 heures, à la gare routière. Ok. Très bien. Écoute, j'ai pensé à quelque chose. Mais il va falloir jouer de prudence. Chapitre 12. Julian. Nous les avons repérés, monsieur. Julian observait Paris de la fenêtre de son bureau. Main dans le dos et sans se retourner, il reçut la nouvelle avec satisfaction. Francisco. Oui, monsieur. Je veux un rapport détaillé dans 10 minutes. Faites venir Pestor et Marmandine. Bien, monsieur. Julian était un homme d'une 40aine d'années bien tassé. Grand, à la stature imposante. Il aimait abuser de sa corpulence pour prendre le dessus sur les autres. C'était typiquement le genre de dirigeant arrogant et dédaigneux, qui méprisait ceux qu'il pensait lui être inférieurs. Et c'était, pour ainsi dire, tout le monde. Quand Pestor et Marmandine entrèrent, il tourna vers eux son visage carré et les domina de ses yeux marrons. « Pestor, Marmandine, asseyez-vous. » leur ordonna-t-il. Pestor était un homme de taille moyenne. Il avait des lunettes carrées et noires qui cachaient des yeux de fouine, dominant une barbe de quelques jours savamment entretenue. C'était le plus grand hypocrite du monde, qui s'enorgueillissait d'être dans l'ombre de Julian. Le bon chien-chien à son pépère,
qui, dès que Julian lui lançait quelques miettes en guise de reconnaissance, remuait la queue de plaisir et probablement pas qu'au sens second du terme. En face de lui se tenait Marmandine, aussi haute que large, et elle n'était pas bien grande. C'était une bosseuse, une acharnée du travail. Elle ne vivait que pour les chiffres, les statistiques, les dossiers, au détriment d'un vrai savoir-faire managérial. Derrière ses faux airs de gentille, c'était une vraie vipère opportuniste. Julian s'installa à son tour et commença la réunion. Nous avons enfin mis la main sur une partie de l'algorithme, mais nous savons désormais où chercher les autres. Nous avons fait en sorte que les serveurs des jeux dans lesquels nous supposons que les 2 autres morceaux ont été cachés soient hors service. Ainsi, Pierre Delfrange ne peut pas nous les subtiliser. Il a commis plusieurs erreurs. Lorsqu'il était seul, il pouvait facilement nous échapper, mais il a recueilli ce gamin. Tôt ou tard, les gens faibles perdent. Jubila-t-il. Il ouvrit le dossier posé devant lui et continua. Ce gamin, Kylian, a téléphoné à la jeune fille avec laquelle il s'était enfui. Je savais qu'il fallait garder un œil sur elle. Se gargarisa-t-il. Nous savons maintenant que Pierre Delfrange se cache à Montpellier, et que dans moins de 3 heures, lui et le gamin vont aller récupérer la fille à la gare routière. Nous allons faire d'une pierre 2 coups. Marmandine. Oui, monsieur. Se redressa-t-elle en faisant bouger son triple menton. Tu vas t'occuper à distance de l'équipe du Sud. Je veux savoir, dit-il d'un ton péremptoire, où se cache Delfrange. Quant à toi, Pestor. Ah oui, monsieur. couina-t-il comme si le simple fait que Julian prononce son nom provoquait en lui une jouissance extrême. Tu vas prendre en charge l'équipe informatique. Je ne doute pas que tu réussiras à mettre la main sur les parties de l'algorithme qui nous manquent. La confiance que Julian lui témoigna le mit encore plus en émoi. Le bon chien-chien se trouvait soudain bien à l'étroit dans son pantalon. Ah, vous pouvez compter sur moi, monsieur. Julian sourit intérieurement. Manipuler Pestor était trop facile. C'est pour cela qu'il l'aimait bien. Mais ce qu'il mettait vraiment en joie, c'est que la mission que lui avait confiée l'être sublime tournait enfin à son avantage.